Au sein de la communauté du sida. Pour finir, un sida HIV. On a la docteure Winikoff qui va parler de l'hormonothérapie. Elle est professeure adjointe de clinique au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Depuis 2003, elle est hématologue au CHU. Sainte-Justine, où elle est actuellement co-directrice clinique du programme interdisciplinaire sur les femmes et les troubles de la coagulation. Elle est présidente sortante et actuelle présidente intérimaire du comité des femmes et des troubles de la coagulation de l'Association canadienne des directeurs de l'hémophilie. Et elle est aussi coprésidente du RCTHP. Elle est présidente honoraire du programme national Code Rouge de la Société canadienne de l'hémophilie et récipiendaire du prix Cecil Harris 2019 de la CHC pour la contribution à l'avancement des soins aux femmes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation. On souhaite la bienvenue au docteur Winikoff. Merci beaucoup. Je sais que je me tiens entre vous et le repas du midi. Donc merci pour les organisateurs de me permettre de présenter aujourd'hui. Je vais parler d'hormonothérapie, savoir si c'est pour moi, du point de vue de l'hématologue. Je n'ai aucune divulgation par rapport au contenu, mais j'ai une confession, je ne suis pas gynécologue. Donc, ne cherchez pas des détails au niveau des choix de contraception avec moi. Ce dont je vais parler, ce sont les considérations générales que nous devons avoir en tête lorsque nous traitons les femmes et les filles qui ont des règles et qui ont des choix à prendre par rapport à celles-ci. Donc, je vais parler d'abord de la définition des saignements menstruels abondants, des conséquences, brièvement des options d'hormonothérapie, et je vais aussi parler des inconvénients de l'hormonothérapie. Je vais parler des obstacles culturels et sociaux au traitement hormonal, et finalement, je vais parler du rôle que nous pouvons avoir en tant que communauté pour aider à surmonter certains des obstacles, et on aura ces discussions au niveau de l'hormonothérapie. Donc ça, c'est pas la bonne diapositive. Je sais pas. Une version plus récente. Est-ce qu'on peut la faire venir? Désolé pour ceci, mais je vais continuer en attendant avec ce que j'ai ici. Donc, je vais parler de certaines définitions que vous connaissez sûrement, mais lorsqu'on se parle, il est important de comprendre quelles sont les définitions. La première, c'est saignement utérin anormal. Cycle menstruel normal qui dure moins de 7 jours, avec des intervalles de 21 à 45 jours. C'est normal, c'est 3 à 6 serviettes ou tampons par jour. À l'opposé, les cycles menstruels anormal qui durent plus de 7 jours ou qui est excessif, qu'on définit par plus de 80 ml de perte de sang par saignement, et ça arrive à intervalles réguliers. Ce qui est difficile, c'est les 80 ml. Et on l'a entendu dans notre discussion qu'on a eue hier. On n'est pas très bon à quantifier 80 ml. C'est pas une définition très utile, mais on essaie de le faire en posant les bonnes questions. Est-ce que vous changez votre serviette toutes les heures? Est-ce qu'il y a des caillots? Est-ce que ça traverse vos vêtements? Et si vous avez de l'anémie, une déficience du fer, ça peut être un problème aussi. On essaie aussi de quantifier, semi-quantifier les saignements menstruels. En haut à gauche, c'est une image d'une femme avec des règles abondantes, et toutes les serviettes. Et à droite, c'est une femme qui a très peu de pertes, où les pertes ne sont pas abondantes. Et à lever de main, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la coupe menstruelle, la Divacop? Et donc je pense que les gens commencent à vraiment comprendre. Et ça, c'est une coupe qui vous permet de quantifier. Et on a des objectifs semi-objectifs. En bas à gauche, c'est l'évaluation pictoriale. Chaque fois que vous changez votre tampon ou votre serviette,
et vous indiquez à quel point c'était mouillé, vous mettez un score. C'est aussi disponible sur des applications. On essaie de quantifier, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le groupe international de gynécologues qui a trouvé une définition qui, à mon avis, est beaucoup plus réaliste par rapport à la vie quotidienne et qui est beaucoup plus applicable aux patientes, à savoir les pertes de sang menstruel excessives qui interfèrent avec la qualité de vie physique, émotionnelle, sociale et matérielle de la femme. On peut voir que c'est beaucoup plus applicable. Et ça les aide à comprendre, aide les patientes à voir ce qu'elles vivent. Et vous avez vu ça assez régulièrement. C'est publié par certains de nos collègues canadiens en 2006 et ça en dit beaucoup au niveau de la qualité de vie. Et on va avoir plus de détails tout à l'heure. Mais ce que vous montre la flèche, c'est une femme adulte avec une maladie, une qualité de vie de 0,7 et 1, c'est une qualité de vie parfaite. L'homme avec la même maladie a une qualité de vie un petit peu supérieure, mais encore inférieure à la perfection. Et une femme avec un trouble de la coagulation avec des pertes lourdes, pertes importantes, on est à 0,64. Et c'est presque la même qualité de vie que les hémophiliaques avec atteinte de VIH. Donc, c'est par rapport à la qualité de la vie pour les femmes qui ont des troubles de la coagulation et des pertes abondantes. Et ça vraiment diminue la qualité de vie. On a trouvé les nouvelles diapositives. C'est bon maintenant? Ok. La fréquence des pertes abondantes dans les troubles de la coagulation irritée. Non, on peut dire que 10 à 14% de la population générale se plaignent d'avoir des pertes abondantes, mais si on regarde les patientes qui ont des troubles de la coagulation, on parle de 59 à 93% qui ont des pertes lourdes, des pertes abondantes. Et un des commentaires que je ferai par rapport à ce qui s'est déjà dit, c'est quand les patients en parlent, ça dépend des situations. Si vous en parlez à votre mère qui a le même problème, elle va dire que c'est normal. Mais pour que le patient le rapporte, il faut qu'on en parle. Et donc, c'est nous qui devons lancer les conversations. Toutes nos patientes ne viennent pas nous expliquer ces situations. Et donc, il y a aussi des influences culturelles qui peuvent être très importantes. Et donc, il faut vraiment être très sensible à cela. À gauche, je définis ce qu'on appelle le tabou. Les patients n'en parlent pas du tout parce que c'est un sujet tabou. C'est une habitude sociale ou religieuse qui empêche la discussion de pratiques particulières ou empêche l'association à des personnes, des endroits ou des choses particulières. Il y a aussi la stigmatisation. Et ce stigma, ça peut être un stigma sociétal, mais ça peut aussi être personnel. Et ce qui définit le stigma, c'est une marque de tombée de grâce associée à des circonstances particulières, qualité ou personne. Est-ce que vous savez ce que c'est cette image en bas à droite? Ce sont des huttes menstruelles. Et ça existe dans différentes sociétés. Au Népal, en Inde, je vois des gens qui hochent de la tête. En Éthiopie, où les femmes et les filles qui ont leurs règles doivent s'éloigner du village ou de la ville principale. Elles sont en quarantaine, n'ont pas le droit de cuisiner. Les gens leur apportent de la nourriture, elles restent là. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas en sécurité, elles ne sont pas protégées, elles ne sont pas isolées de la faune et des éléments. Je sais qu'au Népal, c'est interdit depuis 2019. Je ne sais pas par rapport aux autres pays que j'ai cités. Dans la stigmatisation personnelle, ça c'est une diapo qui m'a été donnée lors du groupe d'hémophilie dans le monde, et ça vient du Moyen-Orient. Ça parle des stigmas associés avec les pertes abondantes. Ça dit que pendant mes règles, je ne peux même pas le voir, c'est trop petit. En fait, je n'ai pas le droit de toucher les bébés quand j'ai mes règles.
Et à droite, ce que ça dit, c'est quand je décris mes règles, 7% disent que c'est une maladie, 4 disent que c'est une situation embarrassante, d'autres disent qu'elles cachent ça des hommes. Ce sont des choses communes que les femmes parlent à propos des règles. Donc, c'est quelque chose, cette stigmatisation, elle est très ancrée dans les gens et on ne va pas arriver à passer outre ces obstacles en une discussion de 10 minutes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que quand on en parle, la réussite est impressionnante. En haut à gauche, il y a le score Pickback. On en avait parlé plus tôt. Quand on regarde une cohorte d'adolescentes qui ont des traitements hormonaux et autres, on arrive à faire baisser leur score payback. Un autre aspect important, c'est que non seulement on réduit le score en termes de perte de sang, mais on améliore aussi leur hémoglobine et on augmente leur taux de ferrotine. Et ça a un énorme impact sur la qualité de la vie. On sait aussi que les patientes sont satisfaites quand on fait cela. C'est une étude de 2023. Dans 68% des cas, la clinique, généralement interdisciplinaire mais pas nécessairement, a pu contrôler les pertes abondantes. Ça prend généralement plus d'un essai, parfois différentes thérapies combinées. Mais on arrive à obtenir des réussites avec ce genre de traitement. Donc là, je vais maintenant parler de 3 cas et vous pourrez sûrement identifier un petit peu. Donc on a une fille de 13 ans atteinte de la maladie de von Willebrand de type 1, ménarche à l'âge de 12 ans avec des cycles très irréguliers et un flux menstruel abondant. Elle est maintenant anémique, fatiguée, manque l'école et se retire de toutes les activités sportives. Ses parents sont inquiets et s'inquiètent qu'elle ne devienne pas dépressive car il y a de forts antécédents familiaux de dépression du côté maternel. Elle va voir son médecin familial pour trouver une solution par rapport à son écoulement abondant. Le médecin examine les options thérapeutiques avec elle. Donc après avoir considéré toutes les options, elle choisit d'essayer un contraceptif oral combiné. 3 mois après le début de la prise de la pilule, ses cycles se normalisent et les pertes de sang diminuent. Mais maintenant, elle se sent ballonnée, elle a pris du poids, elle se sent déprimée. Sa mère, de plus en plus inquiète, retourne voir le médecin de famille pour demander des conseils. Après une discussion avec la patiente et sa mère, il décide d'arrêter la pilule qui est supposée contribuer à l'aggravation des symptômes. Après discussion avec l'hématologue, elle a été renvoyée là. Elle est mise sous TXA 3 fois par jour avec une bonne réponse et une diminution du flux sanguin d'environ 50%. Mais ces cycles redeviennent irréguliers malheureusement. Du fer par voie intraveineuse est également prescrit pour l'aider à lutter contre la fatigue. Certains des points que je veux soulever ici, d'abord, c'est que en tant que public, fournisseur de soins de santé, la pilule combinée orale, c'est une des 2 thérapies qui sont recommandées en tant que traitement de première ligne pour les femmes et les filles avec des troubles de la coagulation. Et ça peut être problématique après la ménarchie. On sait aussi que le traitement hormonal peut avoir des effets secondaires physiques et mentaux, et donc il faut qu'on en parle. Dans ce cas particulier, pour cette patiente, il s'est avéré que le traitement hormonal qu'on avait recommandé pour le traitement de première ligne ne fonctionnait pas pour elle. Et donc ça, c'est une autre option. Donc ça, c'est une publication, on parlait de ménorrhagie, publiée en 2009. Et je trouve que c'est très pertinent en tant que clinicien. On devrait tous avoir ça en tête quand on propose des traitements aux patients. Ça commence par la question: est-ce que le patient souhaiterait préserver la fertilité à long terme? Si la réponse est non, on pense aux traitements hormonaux ou chirurgicaux. Si la réponse est oui, la question suivante, c'est: est-ce que le patient aimerait tomber enceinte maintenant ou pas? Oui ou non? Non, on peut se retrouver à l'hormonothérapie. Si oui, on va avoir des agents hémostatiques qui sont liés aux troubles de la coagulation, tout ce qui n'est pas hormonal.
On a déjà mentionné que le traitement hormonal, ça devrait être de première ligne. Les patchs, les pilules, qui sont tous efficaces en tant qu'agents contraceptifs. Il n'y a pas beaucoup d'études au niveau du contrôle des pertes abondantes. Je ne peux pas y répondre en tant que non-gynécologue, mais certains autres traitements hormonaux combinés sont de bonnes options. La pilule aide la régulation des cycles, mais quand on a arrêté, quand elle a commencé, la patiente a vu ses règles devenir plus régulières. Ça a aidé avec les crampes aussi et les syndromes prémenstruels. Les adolescents préfèrent l'effet continu, ils ont très peu de règles et ça aide à améliorer leur vie sociale et leur présence à l'école. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails de la pilule. C'est l'avantage de consulter un gynécologue pour adultes ou pédiatre. Il n'y a pas de contraceptif oral combiné, l'un qui est meilleur que l'autre. Même au niveau du contrôle des pertes abondantes. Donc la question, est-ce qu'il y a un effet psychologique au traitement hormonal? Pour notre patiente, elle était un petit peu déprimée, elle ne se sentait pas trop bien, elle avait un petit peu d'anxiété. Et donc on a discuté de contre-indication d'un point de vue psychologique. Et la véritable réponse, c'est non. Et les lignes directrices sont claires. Même lorsqu'il y a un diagnostic psychiatre grave, bipolaire, dépression, etc., il n'y a pas de contre-indication à l'offre de pilules contraceptives pour thérapie de première ligne. Mais chez certaines femmes, il y aura des changements d'humeur. Une petite dépression peut devenir plus grave, surtout au cours des premiers mois. Il est très important d'être conscient de cela. Pour notre patiente, on a dû arrêter parce que elle ne pouvait pas supporter de continuer les traitements. Ça peut être lié à l'hormone, à la dose dans la pilule. Peut-être qu'une autre pilule aurait été un bon choix pour elle, mais elle a été très découragée. Ses parents étaient trop inquiets pour continuer. Donc, on est passé à une thérapie non hormonale. L'autre enjeu, c'est la prise de poids. À gauche, il y a 2 études qui ont été faites, 2 études très rigoureuses, savoir si les patients prenaient du poids quand ils prenaient la pilule. Et la réponse rapide, c'est non. Il n'y a pas de preuve à long terme que la pilule fait augmenter le poids. Mais s'il y a la rétention de fluide par rapport au contenu en oestrogène, et s'il y a une augmentation de l'appétit au début, qui est généralement liée à la teneur en protéines, ça se disparaît au bout de quelques mois. Mais il faut le dire aux clientes, aux patientes. Je vais passer au cas numéro 2 maintenant. C'est une fille de 15 ans atteinte de thrombasthénie de Glasman. Sa ménarche a été marquée par des règles abondantes, des inondations et des cas de sang. Elle a parlé à sa mère en toute confidentialité, a consulté le médecin de famille. Elle a été mise sous acide tranexamique 3 fois par jour, avec une amélioration notable du flux sanguin, mais malgré cette amélioration, elle est devenue anémique et a dû recevoir du fer par voie orale, puis par voie intraveineuse. L'anémie persistante a entraîné l'absentéisme scolaire et une diminution des activités sociales. Ils ont demandé accès à un hématologue pour avoir accès à d'autres options. Après être passé par l'algorithme, le seul qui les intéressait, c'était des solutions non hormonales. Elle ne voulait pas de traitement hormonal. On a essayé la desmopressinine intranasale. Il y a eu quelques petits effets, mais ça n'a pas vraiment marché, donc on l'a abandonné. Et ensuite, la patiente a eu besoin de plusieurs cures de fer. Elle a arrêté d'avoir des amis, elle dormait tout le temps. Sa qualité de la vie, c'était une des pires qu'on avait connues à la clinique. Et la famille a trouvé que c'était de plus en plus difficile à vivre. Au suivi clinique suivant, on a rediscuté de l'hormonothérapie, qui est considérée comme thérapie de première ligne. Et ça a été suggéré avec une consultation auprès d'un gynécologue pédiatre. La sentait la tension dans la salle, la patiente et la mère ont commencé à s'observer en silence. C'était moi le médecin, j'étais vraiment pas trop à l'aise.
Et la mère a fait non de la tête. Donc j'étais presque embarrassé de continuer la discussion. Mais ensuite, j'ai demandé s'il y avait une peur que ce soit lié au comportement sexuel. Et la mère a fait oui de la tête et la patiente est restée silencieuse. Un certain des points que je veux soulever, c'est que si vous n'offrez pas la bonne thérapie ou que vous n'en offrez pas du tout, ça peut avoir des impacts graves sur la qualité de vie. En particulier pour cette fille, c'était vraiment horrible. Et souvent, on verra ça dans la diapositive de conclusion, le terme contraception, ça a tendance à mettre fin aux discussions. Il y a un tabou autour de la pilule et une inquiétude par rapport à sa relation avec la sexualité elle-même. Il y a aussi des inquiétudes que les autres options d'hormones, le stérilet, ce n'est pas offert aux jeunes filles ou aux jeunes adolescentes. Quand on regarde cette patiente particulière, c'est une diapo qui montre que les pertes abondantes ont vraiment des impacts horribles sur les jeunes femmes et les adolescentes. Mais si on regarde à la communauté des personnes atteintes de la trouble de la coagulation, c'est un impact important sur la qualité de vie qui surpasse les patients qui ont des pertes abondantes mais n'ont pas de trouble de la coagulation. Performance scolaire, 12% des adolescentes ont des effets négatifs sur la performance à l'école. 50% manquent à l'école. Et plus tard dans la vie, 50% manquent le travail, 50% sont limités au niveau des activités sportives et 45% au niveau des activités sociales. À droite, et pour faire le suivi de l'orateur précédent, c'est quelque chose dont on ne discute pas beaucoup. Mais dans une publication récente, on a étudié les effets négatifs de l'activité sexuelle, des troubles de la coagulation sur les activités sexuelles. On voit ici sur ce graphique l'activité sexuelle, les effets négatifs reportés sur les activités sexuelles chez les femmes pré-ménopause et chez les femmes non menstruées, tout à droite. Ça vous montre que les femmes pré-ménopause qui ont des pertes abondantes dans nos communautés rapportent des difficultés au niveau de l'activité sexuelle, au niveau du saignement post-coïtal, mais parfois d'autres troubles plus graves, l'hermotrosis, les saignements musculaires dans des formes d'activité sexuelle. J'ai montré cette diapositive qui a été faite au Royaume-Uni et je devrais d'abord dire qu'ils ont des communautés très multiculturelles. Cette étude est un peu plus vieille, mais je veux vous montrer ce qui est prescrit de manière générale. Cette étude vient du Royaume-Uni. Si vous regardez la flèche bleue, les adultes avec des pertes abondantes, on les commence sur la pilule tout de suite. C'est le traitement primaire. Si vous regardez le tableau en dessous, au niveau des adolescentes, la pilule contraceptive combinée tombe sous l'acide trésamique. C'est les inquiétudes dont on parle. Dans ces deux tableaux, l'utilisation du stérilet est plus bas, mais ça c'était avant certaines des recommandations par rapport à l'efficacité. Je pense que si cette étude était refaite, le stérilet se retrouverait plus haut. Il y a aussi la peur. Est-ce qu'une jeune fille peut avoir un stérilet? Alors oui, ce qui est en cuivre, ça crée plus de problèmes. Et si vous regardez les données, l'efficacité est plus efficace que la pilule contraceptive combinée. Et dans les lignes directrices, c'est une thérapie de première ligne pour les jeunes filles qui ont des troubles de la coagulation qui surpassent les recommandations pour le contraceptif, la pilule contraceptive combinée. On est à efficacité globale de 90% et 56% chez les femmes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation. La COG soutient son utilisation et sa sécurité chez les femmes, y compris les adolescentes. Et dans cette photo ici, c'est le marketing, le nom de marketing, c'est Mirena, comme vous l'avez probablement entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kyleena.
Levez la main. Pas autant. Et Marina? Ouais, tout le monde. Donc, Kailina, c'est une version plus petite qui a été développée par Pharma pour faciliter l'insertion chez les jeunes adolescentes. Et donc, on sait à quel point c'est efficace, et donc, on sait aussi le score P-back baisse énormément avant et après l'insertion de ce stérilet. Dans la diapositive, on parle de Mirena. Le rôle parental dans l'utilisation de la pilule chez les adolescentes ne doit pas être négligé. Dans la salle dont je parlais plus tôt, c'est la mère qui fermait la porte plus que la fille, qui me regardait avec... et me demandait de l'aide par la vue. La mère ne voulait même pas participer à la conversation. Ça, c'est un extrait d'un article de 2023. Ça a été fait en Ouganda. Ça dit « Je ne l'appuie pas pour mes enfants ». C'était le titre d'un des commentaires de cet article. Et c'était des entretiens détaillés avec 15 parents. Il était très clair, très flagrant qu'il y avait un manque de soutien parental. Dire à des adolescents de commencer à avaler des pilules, c'était les encourager à avoir des relations sexuelles. Ça encourage l'immoralité, pas l'immortalité, l'immoralité chez les adolescents. En termes de relations physiques, rapprochement physique, ça arrive beaucoup. Je peux vous envoyer vers différentes études, mais la première a été publiée, je pense que c'était en 1971, qui disait que la croyance que l'arrivée de la contraception orale va mener à des relations sexuelles chez les personnes non mariées est examinée, des preuves sont présentées et une analyse des causes suggère que la contraception orale n'est pas un facteur causal majeur au niveau des relations sexuelles. Et les parents déjà à l'époque avaient ce genre de conversation. Cas numéro 3, ça va être très rapide. C'est des remarques pour ce qu'on pourrait faire en tant que communauté. Donc c'est une femme de 50 ans avec un facteur 7. Elle n'a pas eu ses règles depuis 6 mois. En tant qu'adolescente, elle a été traitée avec la pilule, avec un très bon contrôle. Elle veut recommencer la pilule car ses pertes sont intolérables et cela affecte son mariage et sa vie de famille. Et quand je parle d'affaires graves, il y avait des papiers de divorce qui étaient préparés. Elle est en surpoids, souffre d'un diabète mal contrôlé et traitée pour de l'hypertension. Elle a arrêté de fumer l'année dernière. Les points c'est qu'il y a des contre-indications au niveau de la thérapie, vous le savez. Il faut faire une évaluation des risques et du counseling. Je les ai mis là. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais elle est quand même complète. Ce qui s'applique à cette patiente, c'est 2 facteurs ou plus d'endocardie. Donc elle était fumeuse, hypertension. Quelqu'un avec une hypertension pulmonaire, les gens avec migraine, cancer du sein, ces patientes ne pourraient pas recevoir ces thérapies qui sont pourtant des thérapies de première ligne. Ça va être ma dernière diapositive et je vous regarde et je vous dis qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que le premier rôle qu'on a à faire, c'est connaître les différents choix qu'on a, hormonaux et non hormonaux, en sachant que les options hormonales sont les plus efficaces pour traiter les pertes abondantes chez nos patientes. Il faut être attentif aux contre-indications, aux comorbidités et faire le suivi de la santé physique et mentale qui peuvent avoir des effets, quoique temporaires, mais néfastes au début du traitement. Il faut être sensible aux différences culturelles. Il faut comprendre que cela pourrait représenter non seulement des obstacles au niveau de la déclaration de pertes abondantes, mais aussi pour fournir le traitement optimal. Il faut vraiment normaliser le traitement hormonal en l'assimilant à tout autre traitement des pertes abondantes. Une des manières de le faire, je pense qu'en tant que communauté, lorsqu'on traite les pertes abondantes,
il faut qu'on laisse tomber le mot contraception, à moins que ce soit à des fins de contraception, mais quand c'est prescrit pour des pertes abondantes, on doit parler de thérapie, d'hormonothérapie. Ça va normaliser la chose pour les patientes et les parents. Comme on a entendu dans la présentation précédente, le changement qu'on cherche doit se concentrer sur l'amélioration de la qualité de la vie pour la patiente. Ça, c'est l'objectif. Et donner toutes les options possibles et normaliser, comme je l'ai dit, parler d'hormonothérapie. On a un rôle pour minimiser certaines des peurs et démystifier certains des traitements. La promiscuité, le fait que le stérilet, c'est pas acceptable pour une jeune femme, une jeune fille. Et je défends toujours la multidisciplinarité. Je ne suis pas gynécologue. Je compte sur beaucoup de nos conseillers, travailleurs sociaux, psychologues dans certains cas, gynécologues, médecine interne, l'hématologie. En travaillant en groupe, je pense que nous pouvons arriver à quelque chose de mieux que ce que l'on voit à l'heure actuelle, où tellement de gens ne sont pas bien contrôlés et tellement de gens souffrent avec une qualité de vie qui est basse. Et une partie de cela, c'est parce que nous ne pouvons dépasser certaines limites culturelles et tabous culturels par rapport aux pertes abondantes. Merci. On va peut-être avoir le temps pour une question. Merci pour cette très bonne présentation. Je suis hématologue à Saskatoon. Est-ce que vous avez des commentaires sur ces petits appareils sous-cutanés? Est-ce qu'on devrait les décourager ou pas en termes de risque d'hématopie? Non, on ne devrait pas les décourager. J'en parlais pas ici parce que je parlais d'hormonothérapie combinée. Ça, c'est un implant de progestérone. On ne devrait pas le décourager. Si on est vraiment inquiet et que la patiente a un trouble de la coagulation grave, peut-être voir les doses avant l'implantation pour voir s'il y a des hématomes. Mais après ça, ça ne devrait pas être différent des autres patients. Merci beaucoup, Dr. Winkoff.